Tu vois, tu prends le mathématicien ou l'astrophysicien avec la mécanique intellectuelle la mieux huilée, seul, il envoie personne dans l'espace. À un moment, il a fallu créer une synergie avec d'autres personnes. Le besoin de l'autre est un besoin fondamental. 9 peurs sur 10 que tu ressens au quotidien, elles sont fausses. À la base de la base, toute émotion, qu'elle soit plaisante ou déplaisante, a une utilité. Et on a dans la société des enflures toxiques. Ces personnages-là ont envahi les entreprises. Et si tu les mets à des postes à responsabilité, ils transpirent de partout et d'un coup, ils impactent tout le monde. L'émotion, c'est le virus le plus contagieux au monde. La réaction des autres appartient aux autres. Le statut social est rempli alors que lui, il est vidé intérieurement. Tout ça, à un moment, tu perds pied, tu vrilles, tu sais plus qui t'es, tu vas déprimer, tu vas être surmené. Il y a des manifestations biochimiques en toi. Si toi, tu trouves pas les mots, ton corps va être capable de créer un SOS. Tout ce que je vais te dire là, c'est vraiment des résultats de recherche scientifique. Tu vas changer la colorimétrie de ton épiderme. Donc tu vas avoir un teint blafard. Quand tu refoules tes émotions, quand tu les ensevelis sous un tas de sable, tu vas décupler leur intensité. Tout ça cumulé, si tu le fais régulièrement, tu vas avoir plus accès à des choses qui vont te satisfaire, qui vont te remplir intérieurement. Il suffit de 5 à 10 minutes de travail sur tes compétences émotionnelles, même après 65 ans. Tu peux continuer à muscler ton cerveau, tu peux continuer à muscler tes compétences émotionnelles. On a un gros problème avec le deuil parce qu'on a un gros problème aussi avec la mort. Il faut l'entendre, il faut l'écouter. On n'est jamais autant prisonnier qu'il n'y paraît. « 80% d'entre vous ne sont pas encore abonnés à notre chaîne. Avez-vous peur de l'engagement? Avez-vous une autre chaîne préférée de santé que la nôtre? Plus sérieusement, abonnez-vous. Raph et moi, on se donne à 100% pour vous inviter les meilleurs experts et vous donner le meilleur contenu possible. Alors abonnez-vous pour nous donner une meilleure visibilité et pour donner encore plus envie aux experts de venir sur notre chaîne. Merci encore, c'est parti pour l'interview. Et si le bonheur ne se cherchait pas mais se développait? Et si le bonheur venait d'une forme d'intelligence que l'école ne nous apprend pas? Christophe, existe-t-il une relation entre une bonne intelligence émotionnelle et notre niveau de bonheur? On a remarqué que les personnes émotionnellement intelligentes expérimentaient davantage de bien-être, de moments de bien-être. Donc, mis bout à bout, tous ces petits biens, en fait, contribuent à un bien général. Donc, oui, quand tu développes ton intelligence émotionnelle, derrière, tu sécrètes aussi chimiquement des hormones qui sont directement liées à cet état de bien-être. Et je vais même aller plus loin, à cet état de paisibilité. Tu vois, quand on dit, tiens, j'ai la paix intérieure, je suis en paix avec moi-même, je suis tranquille avec moi-même, je suis serein. Eh bien ça, les individus émotionnellement intelligents atteignent plus facilement cet état-là. Donc on va définir ce que c'est que l'intelligence émotionnelle, mais est-ce qu'il y a d'autres... on va dire critères importants? Est-ce que ça va influencer sur la qualité du sommeil? Est-ce que ça va influencer sur notre état, tu as dit serein, mais est-ce que ça influence par exemple la qualité du sommeil? Ça influence la qualité du sommeil, ça influence le taux de sécrétion d'hormones de stress. Donc il se trouve que, alors tout ce que je vais te dire là, c'est vraiment des résultats de recherche scientifiques. Donc plus tu es émotionnellement intelligent, moins tu sécrètes d'hormones de stress en situation stressante. Donc tu gères plus facilement le stress, tu apprivoises plus facilement cette espèce de monstre qui envahit les quotidiens des uns et des autres. Tu prends de meilleures décisions, notamment complexes et à enjeu. Tu es capable d'être moins sujet au burn-out et au bore-out. Tu vas augmenter la qualité de la relation à l'autre, que l'autre soit ton conjoint, ta conjointe, tes petits-enfants, tes enfants, ton collaborateur en entreprise. Tu vas être moins toxique pour autrui. C'est important dans un monde où on pollue beaucoup psychiquement. Et puis, tu vas aussi avoir une meilleure santé et psychique et physique. Tu vas avoir un système immunitaire qui va être boosté. Tu vas chercher en fait à sécréter pas mal d'hormones de bien-être aussi, parce que tu vas rechercher le contact avec l'autre. Et d'ailleurs, les autres vont te cibler, parce que tu es un peu un phare au milieu du brouillard. Les personnes émotionnellement intelligentes, elles font vachement de bien, parce que tu vois, elles écoutent déjà pour de vrai. L'écoute active, il y a très très peu de personnes qui la pratiquent vraiment. Eh bien, une personne qui est douée, entre guillemets, de cette forme d'intelligence-là, eh bien ça, c'est vraiment quelque chose qui fait partie d'elle-même. Donc, elle va déjà écouter vraiment les autres. Et derrière, elle va apporter un espèce de soutien psychique, moral.
à l'autre. Mais pourquoi on n'en parle pas si c'est aussi magique sur tous ces effets-là? Alors on essaye d'en parler de plus en plus. Après, tu es dans le pays de Descartes, en France. Alors moi, j'adorais Descartes. Là, j'en fais une caricature parce que c'est bien plus complexe que tout ça. Mais on est quand même dans un monde où voilà, c'est le diplôme qui prime. On a cette espèce d'esprit très analytique, surtout en France, mais ce qui est une bonne chose, hein. Mais il se trouve que voilà, les émotions, longtemps, c'était un peu le mouton noir, c'était le facteur qui biaisait en fait tes choix, qui te faisait faire une connerie, que ce soit en amour, que ce soit au travail, que ce soit dans tes études. Et donc on a longtemps mis ça de côté en disant oui, c'est un facteur perturbateur. Alors qu'en réalité, l'émotion, c'est une factrice qui vient t'amener en fait un message qui est, lorsqu'elle toque plusieurs fois à la porte de ton cerveau, qui est supra-utile pour toi. En fait, il faut l'entendre. Il faut l'écouter. Et tu as plein de personnes qui n'ont pas été éduquées à ouvrir cette porte ou à écouter ce message. Et il se trouve qu'une émotion élémentaire, qui est un message élémentaire pour toi, eh bien, elle va insister. Elle va toquer de plus en plus fort à ta porte. Et au bout d'un moment, si tu laisses cette porte fermée, eh bien, elle va tout défoncer à la voiture bélier. Elle va t'imposer ce message. Elle va te rendre malade pour qu'enfin, tu la regardes dans le blanc des yeux. On ne gagne pas à cacher ses émotions. Non, parce que quand tu refoules tes émotions, quand tu les ensevelis sous un tas de sable, eh bien en fait, tu vas même décupler leur intensité. Donc c'est-à-dire que ce qui était au départ, un petit message préventif, petit message cool pour te dire attention, il se passe un truc dans ton environnement, il faut peut-être que tu modifies ça parce que tu es en train de virer du mauvais côté de la chose. Eh bien, ce qui était au début un signal plutôt faible, à force de le refouler, de le masquer, en fait, il gonfle. Et d'un coup, c'est Hiroshima, psychique, dans ta tête. Et là, il y a tout qui peut imploser. Alors, on va regarder comment on peut lutter contre ça. On connaît le quotient intellectuel, mais alors qu'est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle? Alors, le quotient intellectuel, ça mesure ce qu'on appelle, nous, l'intelligence analytique, l'intelligence académique. Et le quotient émotionnel, QE, ça, c'est la mesure de ce qu'on appelle, nous, l'intelligence émotionnelle. Alors, l'intelligence émotionnelle, c'est une forme d'intelligence. Il en existe plusieurs. Il y a des chercheurs qui se sont intéressés au côté multiple de l'intelligence. L'intelligence, c'est quoi, globalement? C'est une grande armoire. Tu as plusieurs tiroirs. Chaque tiroir, c'est une forme d'intelligence. Et on dispose tous de ces intelligences, mais à des dosages, à des niveaux différents. Et parmi ces tiroirs, il y en a un qui est supra-important aujourd'hui, c'est l'intelligence émotionnelle, que moi, je définis comme étant la capacité à raisonner à partir d'informations émotionnelles pour produire un comportement, pour faire un choix, pour prendre une décision qui va te permettre de mieux t'adapter à une situation. C'est très darwinien, on pourrait même l'appeler intelligence darwinienne. C'est une intelligence de l'adaptation. Et je la compare aussi souvent à Waze. Pour moi, tu vois, cette application qui te permet, voilà, ce GPS dans la voiture, qui te permet d'aller d'un point A à un point B. Waze, comment ça fonctionne? À un moment, tu as les utilisateurs qui vont te dire tiens, attention, là, il y a un animal qui est mort, là, il y a des travaux. Ces données vont être remontées dans l'algorithme et l'algorithme, il va recalculer ton itinéraire et il va t'amener à bon port, mais en empruntant un chemin différent. L'intelligence émotionnelle, c'est la même chose. C'est un logiciel interne, c'est un GPS psychique, qui va se nourrir d'informations de terrain. Il n'y a pas plus pragmatique. Il n'y a pas plus concret qu'une émotion. Et cette émotion-là, quand tu la captures, quand tu décides de la traiter, c'est quoi? Pourquoi cette émotion, elle vient en moi ou elle vient chez les autres? C'est quoi la cause? Quelles sont les conséquences? Que tu commences à comprendre les logiques émotionnelles. Et bien derrière, ton petit logiciel intérieur, en quelques millièmes de seconde, il va mouliner. Et il va dire, attends, là j'ai un espèce de réca, sensation plaisante, déplaisante, qui va te dire, faut que j'aille plutôt dans cette direction, en termes de choix de vie, en termes de décision, à un moment dans le quotidien, plutôt que de l'autre côté. Donc l'émotion, à la base, c'est une alliée. C'est un panneau signalétique que tu as au bord d'une route et qui te dit attention, là dans 50 mètres, virage dangereux, il serait peut-être temps que tu freines un peu dans ta vie. Ou au contraire, attention, portion illimitée, et arrête de rouler trop lentement, arrête de te mettre des barrières, arrête d'y aller comme ça à l'économie, lâche les chevaux, et là, faut maintenant, pied au plancher, que tu boostes un peu parce que c'est maintenant que ça joue pour toi, c'est maintenant que tu as ce momentum, ce moment de vérité qui s'impose à toi. Super intéressant.
je vais te poser une question. Qui es-tu pour nous parler de ce sujet-là, Christophe? Quels sont ton petit pédigré qui n'est pas si petit? Écoute, franchement, c'est une des questions, je crois, les plus complexes que tu puisses me poser. Pourquoi? Parce qu'en plus, en ce moment, je suis en plein dans des thématiques d'ancrage. Comment est-ce qu'on peut être ancré dans ce qu'on fait, dans la vie, tant professionnellement que personnellement. Donc déjà, ouais, moi, je me définis comme un enfant de la Terre. Je fais partie de cette petite boule bleue, tu vois. Et je suis un bipède qui tente de faire des choses qu'il aime. Parce que je crois que dans la vie, ce qui te fait avancer, c'est l'émotion. C'est l'essence que tu mets dans ton moteur psychique pour te mettre en mouvement. Et donc, j'essaie de faire des choses quand même qui me passionnent, qui sont émotionnellement bulantes. Donc voilà, après, chacun le fait différemment. Moi, j'écris des livres, je fais de la recherche, je suis professeur dans une école où je mets en application cette recherche. À l'EM Lyon, c'est ça? À l'EM Lyon, ouais. Moi, l'idée, en fait, que j'ai en tête, à chaque fois, c'est je produis de la recherche. On va essayer de comprendre des comportements humains, comment ça se passe dans le cerveau, le traitement d'une information émotionnelle, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux gérer son stress, pour augmenter ceci ou cela. Et une fois que tu as des résultats de recherche, une fois que tu as produit des découvertes, faut que ça serve en fait à tes rats de laboratoire, parce que moi je fais des études sur l'humain, donc il faut que je lui rende à un moment. Tu sais, dans la vie, il faut toujours rendre en fait ce qu'on te donne. Et là, dans mes cours, j'essaie de faire des mises à jour pour se dire, dans le monde dans lequel on vit, face à l'essor de l'IA, face à tous les bouleversements sociétaux qu'on a. Parce que là, on est quand même dans un coin du ring. On se prend pas mal d'hypercutes d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue psychique. On est comme ça, un peu retranché dans les cordes et beaucoup subissent en fait. On est en PLS et on ne prend que des coups. Alors moi, j'allais dire presque ma mission de vie, c'est d'essayer de donner des outils aux gens pour se redresser, pour être résilient, et pour affronter finalement ce monde qui est un monde d'un point de vue émotionnel qui est quand même assez sévère. Oui, mais notre capacité cognitive ne va pas forcément évoluer. Pourquoi penser que l'intelligence émotionnelle va évoluer? Est-ce qu'elle est figée dans le temps? Alors ça, c'est ce qui en fait finalement une forme d'intelligence, j'allais dire chargée d'espoir. C'est que contrairement à l'intelligence analytique qui, après, à la fin de tes études, va plus trop bouger, tu fais un test, tu as fini tes études par exemple à 25 ans, tu fais un test à 25 ans de QI chez un psychologue, un test de Wechsler, les matrices de Raven, peu importe. Tu refais ce même test 10 ans plus tard, à 35 ans, tu le refais à 45, tu le refais à 55 ans. Si tu n'as pas eu accès aux bonnes réponses et que tu ne les as pas apprises, eh bien derrière, c'est compliqué. Tu vas pas vraiment bouger les lignes. Pareil pour la personnalité. Au début du stade adulte, elle est à peu près gravée dans le marbre. Quand tu sais que 30 à 60%, et selon certaines études même plus, de tes traits de personnalité sont totalement hérités, tu vas pas pouvoir avoir une action plus tard là-dessus. L'intelligence émotionnelle, tu peux la développer. Donc, c'est des études qui l'ont montré. On parle de plasticité émotionnelle pour parler de cette élasticité du cerveau humain. Tu peux la développer à tout âge. Et tu as récemment des études qui te montrent que même après 65 ans, tu peux continuer, même si le cerveau n'est pas un muscle, je vais utiliser cette expression, tu peux continuer à muscler ton cerveau, tu peux continuer à muscler tes compétences émotionnelles. Il suffit de 5 à 10 minutes de travail sur tes compétences émotionnelles quotidiennes. C'est comme une activité physique, etc. Eh bien, pour garder, j'allais dire, la ligne psychique liée à cette forme d'intelligence. Donc, on peut modifier notre intelligence émotionnelle et améliorer sur tous ces aspects-là de la vie. Et puis accéder à tous les bénéfices dont je te parlais précédemment. Le bien-être, la sérénité. Mais c'est ça qui est fou. Et meilleure gestion du stress, prise de décision. Tu vois, c'est tout ça, la qualité relationnelle. On est dans un monde quand même qui est très auto-centré. T'as beaucoup de gens qui sont repliés sur eux-mêmes. Moi, tu sais, fut une époque, je le fais plus maintenant parce que j'ai moins le temps, mais j'allais à la rencontre de personnes qui travaillent dans des EHPAD, à la rencontre de personnes qui sont en tant que clients dans des EHPAD. Et j'allais leur poser la question suivante, c'est comment ça se passe pour vous? Et quand tu as quelqu'un en face de toi qui te dit moi je suis isolé physiquement, psychiquement, et que tu lui demandes d'expliquer pourquoi, elle va te dire, et ils te disent tous à peu près la même chose, ils te disent « Je n'ai pas assez investi affectivement dans l'autre toute ma vie », ce qui fait que, dans le dernier tiers de ma vie, personne vient me voir.
Il n'y a pas de retour sur investissement affectif parce que j'ai pas consacré assez de temps, de cerveau dispo à l'autre. Donc l'intelligence émotionnelle, elle te reconnecte aussi à l'autre, qui est ta première ressource. Donc, première petite clé qu'on peut avoir, c'est déjà reprendre ce temps et d'investir son temps dans l'autre. C'est important ? Ouais. Et je vais te donner une petite histoire comme ça, je vais partager avec toi, parce que moi j'aime bien aller à la rencontre de gens qui ont vécu des trucs un peu particuliers, et je m'inspire d'eux, même s'ils ont vécu des situations extrêmes. En fait, dans ces situations-là, à un moment, ils ont basculé vers un schéma mental particulier qui leur a permis de surpasser ce qui leur arrivait, de faire face à la situation. Et il se trouve que dans notre quotidien, on peut appliquer ces mêmes logiques-là. Donc l'histoire que je vais te raconter est celle d'Annette Herfkens, qui est à l'époque, donc on est dans les années 90, elle a une trentaine d'années, la toute petite trentaine, elle est folle amoureuse de Patch, et c'est une des premières traders européennes femmes à Wall Street. Donc mécanique intellectuelle plutôt bien huilée. Et Annette Herfkens, à un moment, elle est invitée par Patch à prendre un avion pour aller dans une station balnéaire vietnamienne, donc il lui fait une surprise, tout ça. Sauf que cet avion, c'est un Yak 40, c'est un avion qui est super dangereux, elle a une intuition forte en elle, qui est surtout, tu montes pas dans ce coucou. Des fois on fait des conneries par amour, là elle en fait une belle, elle monte dans l'avion. Et cet avion, quelques temps plus tard, va s'écraser en pleine jungle. Et Annette Herfkens va être la seule survivante de ce crash d'avion. Elle va survivre 8 jours dans la jungle, les 2 jambes brisées, un poumon perforé, la mâchoire cassée. Un lundi matin comme un autre. Voilà, j'ai plein de bestioles. Tu sais, quand je te dis situation extrême, plein de bestioles qui en veulent à sa masse musculaire. Et ce qui est fou, donc moi, pendant à peu près 1 an, j'entretiens une correspondance avec Annette pour qu'elle me raconte, pour comprendre comment émotionnellement ça s'est passé dans sa tête. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'à aucun moment, elle a été paralysée par la peur. Et je dis, mais t'as fait comment, en fait, pour apprivoiser ça ? Et là, elle me dit un truc un peu fou, et tu vas comprendre ce lien avec l'autre. Elle me dit, mais moi, ce qui s'est passé dans ma tête était assez magique, mais au sens poétique du terme. Elle dit, c'est un peu comme ce qui se passe dans la tête du jeune sorcier Harry Potter, quand il se fait attaquer par des monstres. Il va invoquer un Patronus. Expecto Patronum. Et là, tu as une boule de protection qui va l'encercler, et ce bouclier protecteur qui empêche le négatif, finalement, de l'atteindre, il est rempli de quoi ? Il est empli de quoi ? Il est rempli de plein de souvenirs, de bons moments passés avec ses parents biologiques et qui ont été inconsciemment stockés dans sa mémoire de jeune sorcier. Et c'est ça qui lui donne une espèce de force, de résilience pour affronter ce qu'il doit affronter. Et bien, Annette Herfkens, c'est la même chose. Il y a eu plein comme ça de souvenirs qui sont remontés à la surface. De bons moments passés avec des membres de sa famille, avec des collègues, avec des amis, etc. Parce qu'elle a passé pas mal de temps avec eux. Elle leur a consacré des vrais moments de qualité qui se sont ancrés dans sa mémoire émotionnelle. Et là, lorsqu'elle s'est retrouvée à un carrefour de sa vie, en situation critique, eh bien, grâce à ça, elle avait une espèce de force, tu vois, un peu comme si elle était soutenue moralement, en fait, accompagnée presque psychologiquement par tous ces souvenirs-là. Et c'est ça qui lui a permis de rester debout, de se redresser. Donc là, on est vraiment dans la logique de plus tu investis dans l'autre, plus tu te prépares à un éventuel coup dur et tu seras résilient dans ces cas-là. Et dans notre société qui est très instagrammante, très auto-centrée, me, myself and I, on pense à son image, à son avatar social. Regarde le Covid, les gens, les distances qu'ils prenaient, tout ça, on a créé une distance très forte. Les rapports sont très métalliques, sont très... tout est quelque part calculé même dans les rapports. Il y a même une discussion. Moi, j'observe, je le vois chez les personnes, tu sais, quand tu as une discussion comme ça avec des gens, quelquefois, tu vois bien, ils t'écoutent pas. Et eux, ils sont déjà... Mais beaucoup de gens le font, et peut-être, moi je le fais des fois aussi inconsciemment, parce que la société t'amène comme ça dans un courant de vie, et t'es déjà en train de penser au 2e ou au 3e coup, tu vois, à l'argument que tu veux un peu... Et en fait, en pensant à ça, t'écoutes plus l'autre. Et donc, tu captures plus de moments avec l'autre. Ils n'ont aucun moment présent. Ils n'arrivent pas à vraiment investir dans l'autre, et c'est une force incroyable. Et alors que c'est l'autre, c'est un besoin vital. C'est-à-dire que si tu prives quelqu'un de 10 heures, alors pas l'application musicale, mais de 10 heures de temps,
d'interaction avec l'autre, que ce soit en chair et en os, SMS, chat, tout ce que, peu importe le moyen qui te relie à l'autre de communication. Mais si vraiment tu coupes tout ça, tu es totalement isolé. Imagine ce cas de figure pendant 10 heures, c'est long. Et bien là, des chercheurs ont observé qu'il y avait une activation dans ton cerveau qui était bien particulière, qui est la même qui se produit, imaginons ce cas de figure, si tu étais au beau milieu du désert, totalement assoiffé. Donc en gros, ces mêmes structures qui s'activent, ça montre bien que le besoin de l'autre est un besoin fondamental. Et sans ça, eh bien, tu commences un petit peu à trébucher. La deuxième clé, c'est aussi de reconnaître ses émotions. Toute émotion peut avoir des conséquences bénéfiques ou non sur nos décisions et nos relations. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Quand les gens connaissent des échecs, quand ils ressentent de la tristesse, qu'est-ce qui se passe? Comment on peut les gérer, ces émotions? Déjà, quand tu as un QE élevé, derrière, tu comprends mieux les émotions. Tu sais, par exemple, que la tristesse, ça survient parce que tu as subi une perte ou un échec. Tu sais que la peur, ça va venir parce qu'il y a un danger, qu'il soit psychologique ou physique. Tu vois, quelqu'un qui veut par exemple t'agresser. En fait, lorsque tu comprends ça, déjà lorsque l'émotion vient en toi et que tu l'as identifiée, tu l'as labellisée, tu lui as donné un joli petit nom, derrière tu dis ok, en fait ça renvoie à ça. Elle vient pas par hasard. Ça vient pas de manière magique en fait. Il y a une émotion. Alors tu as des émotions dysfonctionnelles. Ok, ça c'est vrai. Il y a des émotions des fois qui s'invitent, pas dans le bon tempo, pas dans le bon espace-temps, pas avec la bonne intensité. Ça c'est ce qu'on appelle des émotions dysfonctionnelles. On sait par exemple qu'aujourd'hui, 9 peurs sur 10 que tu ressens au quotidien, elles sont fausses. Il n'y a pas de raison d'être. Elles sont factices. Alors, quand t'es pas émotionnellement intelligent, bah, t'as du mal à repérer l'émotion sur 10 qu'il te faut absolument traiter. Et là, tu vas jouer au sapeur-pompier, tu vas essayer d'éteindre tous les feux psychiques provoqués par toutes les autres peurs factices. Et là, c'est super fatigant, c'est énergivore. Et là, tu risques d'expérimenter plein de troubles du sommeil, troubles alimentaires, etc. Bon, bref. On met ces émotions de côté. Ces émotions dysfonctionnelles-là. À la base de la base, toute émotion, qu'elle soit plaisante ou déplaisante, a une utilité. Et quand tu comprends toutes les utilités de toutes les émotions, et quand on parle d'émotions, il y en a pléthore. Le champ, il est extrêmement vaste. Il n'y a pas que les émotions de base, peur, joie, tristesse, etc. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus sociales aussi. Si tu parles de la honte, de la culpabilité, du mépris, etc. Mais quand tu comprends ces règles, ces logiques-là, derrière, tu interprètes plus facilement ce qui est en train de se passer dans ton environnement. Et si tu comprends ce qui se passe dans ton environnement et l'impact de chacune de ces modifications sur toi, sur ta prise de décision, sur ta performance, sur ton bien-être, sur ta sérénité, etc., eh bien derrière, tu peux agir. Donc c'est hyper important d'être capable de diagnostiquer, de faire un check-up émotionnel. C'est comme quand tu vas chez le médecin. Si le médecin, il n'y avait pas cette phase de diagnostic, ce serait compliqué pour lui de te prédire Enfin, en tout cas, te trouver le bon médicament, te produire la bonne ordonnance, etc. Il faut qu'il passe par cette étape de diagnostic. Pareil, les personnes que tu reçois, d'abord tu fais un check, tu essaies de cartographier ce qui va pas, les symptômes, les machins, et après tu traites le problème. Et bien là, c'est exactement la même chose. Donc là, effectivement, il y a des gens dans la population qui sont plus capables que les autres de reconnaître les émotions et de comprendre à quoi ça sert en fait, une émotion. Et quand tu as compris déjà ça, là on parle de capacité mentale, quand tu es capable de ça, bah, tu as déjà un coup d'avance. Donc si je résume, c'est identifier les émotions, faire du lien avec cette émotion dans son environnement, et puis essayer de transformer les émotions en un comportement. Alors ça, c'est la phase ultime, parce que je vais dire un truc, on parle beaucoup d'hypersensibilité actuellement, etc. Moi je compare souvent les hypersensibles à des éponges que tu vas plonger dans un seau d'eau. Le seau, c'est la situation. L'eau, c'est toutes les infos propres à la situation. Bah, l'éponge, elle va s'imbiber rapidement chez l'hypersensible, elle va capter plein d'informations, même des informations que les autres ne sont pas capables de capter parce que c'est trop fin, c'est trop sophistiqué, etc. Bah, il capte ces signaux-là. Sauf que l'hypersensible, derrière, bah, une fois qu'il a absorbé tout ce qu'il pouvait, il atteint saturation. Il arrive à son pouvoir max d'absorption.
Et là, son problème à lui, c'est que regarde, quand tu laisses une éponge dans un seau d'eau, longtemps, elle se délite, elle s'abîme. Ils s'abîment comme ça s'ils ne sont pas capables de s'auto-essorer. Être émotionnellement intelligent, c'est non seulement être hypersensible, avoir cette espèce de super pouvoir, mais être capable de l'apprivoiser. C'est de se dire, mais attends, un moment, ok, j'ai toute l'info, maintenant il faut que j'évacue cette info, j'en fais quelque chose, et ça va me rendre quelque part apte à être plongé dans un nouveau seau d'eau, une nouvelle situation, un peu plus tard dans la journée, un peu plus tard dans la semaine, et de pouvoir, de manière totalement, en forme, être capable de recapturer de l'information. Être capable de passer, comme ça, comme une grenouille passe d'un nénuphar à un autre, d'être capable de passer d'une situation émotionnante à une autre situation émotionnante, sans y perdre des plumes, et sans être à chaque fois fatigué en traînant les pieds, et finalement, quelque part, en ne capturant pas toute l'information nécessaire pour comprendre ce qui est en train de se passer. Donc, si je résume, est-ce que ça peut être s'écouter, mais filtrer la quantité d'informations ? C'est s'écouter, sélectionner l'information, prendre ce qui est pertinent, retirer ce qui ne l'est pas, comprendre la logique. Ok, là, si j'ai cette émotion, c'est parce qu'il y a ça qui s'est produit. Voilà les conséquences que cette émotion peut avoir sur moi. Par exemple, truc tout bête, en un cas d'entreprise, tu veux brainstormer, tu fais un brainstorming flash pendant 1 heure, tu es avec tes équipes, il faut produire des nouvelles idées. Ok, il faut à un moment revisiter l'existant, tout ça. Là, on sait que si tu es placé dans un état, par exemple, plutôt d'anxiété ou d'angoisse modérée, eh bien là, tu vas générer plus d'idées et tu augmenteras la probabilité que parmi toutes ces idées, il y en ait une qui soit super canon et qui te permette finalement de régler ton problème, etc. Plutôt que d'être super joyeux, etc. Tu sais que par exemple, quand tu as eu un échec fort, tu as loupé un examen, ou alors tu as un échec amoureux, tu vois, quelqu'un t'a quitté, etc., machin, c'est important de se laisser imbiber par la tristesse, parce que c'est la tristesse qui te permettra de mettre le doigt sur les causes de ton échec. Et si tu veux passer tout de suite en mode « je vais bien, tout va bien, c'est super cool, je vais tout de suite me changer les idées, je vais aller trouver quelqu'un, je vais sortir, je vais ceci, je vais cela », si tu fais ça et quelque part tu passes cette étape de tristesse trop rapidement, eh bien derrière, tu vas pas comprendre pourquoi tu as échoué. On a un problème avec le deuil ? On a un gros problème avec le deuil parce qu'on a un gros problème aussi avec la mort. On est dans un monde du transhumanisme où on veut devenir des êtres augmentés. Regarde tous les organes artificiels qu'on est en train de penser dans des labos, etc. Regarde ce milliardaire qui avale je sais pas combien de pilules pour retrouver la jeunesse éternelle, fontaine de jouvence, des choses comme ça. On est vraiment là-dedans, avec l'IA qui va assister l'individu, où on va être mi-humanoïde, mi-autre chose. Bon, bref, en faisant ça, qu'est-ce que tu fais ? Tu retires de l'équation de la vie la mort. Et si tu retires la mort, regarde même le rapport qu'on a avec les défunts. Nos enfants, ils sont moins au contact. Il y a une distance aussi qui est plus grande. Tout est fait pour la cacher. Tout est fait pour la cacher, tout est fait pour ne pas voir, en fait. Alors que la vie, c'est ça. La vie, ça va de la naissance à la mort, en fait. Et quand tu ôtes ça de l'équation de la vie, et bien derrière, les gens, tu ne les familiarises plus avec la notion de deuil. Or, le deuil, des deuils, il faut en faire tous les jours. Alors, tu as des micro-deuils et tu as des macro-deuils. Mais tu as un truc qui n'a pas marché, ou à un moment, il faut passer à autre chose. Si tu ne fais pas le deuil, que ce soit d'une relation, que ce soit d'un échec ou quoi que ce soit, tu tournes en boucle. Tu rentres tout de suite les 2 pieds dans un espèce de cercle vicieux et tu ne sors pas, c'est bis repetita, etc. Donc le deuil, il est primordial, et je vais te raconter une petite histoire par rapport à ça qui est assez marquante, c'est celle de Damien Meurice. Moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui est caractérisé par 2 dates. Donc tu as le 13 novembre 2015, donc là il était dans la fosse du Bataclan. Et il était au milieu de corps morts, au sens premier du terme, mais il a réussi à survivre à ça. Sauf que 3 ans plus tard, alors j'aime bien le type un peu malchanceux, mais le 11 septembre 2018, il part d'une répétition avec son groupe de rock, et là il prend sa voiture, il roule de nuit, il est tard,
blackout total, il y a un accident de la route, la voiture fait sans doute plusieurs tonneaux d'eau, on ne sait pas trop. Il se réveille face contre terre, à respirer de la poussière, et il est sauvé par les pompiers, il est amené à l'hôpital, et là on lui annonce qu'il a perdu l'usage de ses 2 jambes, à vie. Donc tu vois, là c'est grosse perte. Et là Damien Meurice me raconte la chose suivante. Il me dit, tu vois Christophe, en fait, moi j'étais pas prêt à perdre l'usage de mes 2 mains parce que je suis un joueur de gratte. Et ma guitare, c'est ma psychothérapeute. Alors sans mauvais jeu de mots, mais à chaque coup de blues, joue de la musique, ça me fait du bien. Et j'étais pas prêt à perdre la tête. Je vois trop de personnes autour de moi avec des maladies neurodégénératives, dont le présent finalement est ancré dans le passé et le futur est inexistant. Et il dit, la seule chose que j'étais prête à perdre, ce sont mes jambes. Basta. Il passe à autre chose. Les individus émotionnellement intelligents, ils relativisent beaucoup et ils comprennent une chose essentielle, c'est que s'il n'y a pas de solution à un problème, c'est qu'il n'y a peut-être pas de problème. Et ça, on peut se le répéter plusieurs fois, parce que tu vois, le nombre de fois, on est là plusieurs semaines à se prendre le chou sur un truc, mais en fait, un truc qui n'existe pas, qu'on s'est créé nous-mêmes. Tu sais, les 9 peurs sur 10 dont je te parlais, qui sont totalement du fake, du faux, du factice, souvent c'est 9 problèmes sur 10. Le problème, c'est une angoisse, c'est une peur. Et donc, on se crée ces espèces de barrières, et là, j'ai une autre image, mais qui servent à rien, et c'est une impasse, en fait. Alors qu'il n'y a pas vraiment d'impasse dans la vie. Et ça, c'est celui qui a inspiré le personnage d'Indiana Jones à Spielberg qui me l'a dit, Ivan Sprach, qui est un docteur en archéologie, hyper célèbre, qui a trouvé des cités mayas, etc. Et qui m'a dit la chose suivante, il y a une solution pour tout, sauf pour la mort. Donc là, si tu combines les deux, c'est s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et si tu as un vrai problème et tu n'as pas de solution, c'est que tu es mort. Voilà, bon, bref, pour faire simple. Et donc ça, c'est quand même quelque chose de fou. Et pour finir là-dessus, tu sais, il y a, je sais pas si tu te souviens du papa de l'escapologie, tu vois, qui est cette partie de la magie qui est assez puissante. C'est Harry Houdini. Et il se trouve que Harry Houdini, à l'époque, il lançait pas mal de défis, notamment à la police de Chicago. Et donc un jour, il leur avait dit, écoutez, enfermez-moi dans une cellule, menottez-moi, fermez le tout à plusieurs tours, et vous verrez, en moins de 30 minutes, je serai capable de m'évader. D'ailleurs, aujourd'hui, en anglais, on dit to Houdinize, c'est l'art de s'évader. Pas que physiquement, mais psychologiquement. Et en réalité, il y est arrivé en moins de 3 minutes. En 3 minutes, il était dehors. Donc tout le monde était comme ça, hyper surpris. Alors, Harry Houdini n'était en réalité jamais aussi prisonnier qu'il n'y paraissait. Pour ce tour-là, il avait discuté avec un avaleur de sabre lors d'une foire qui lui a dit « Attends, mets un truc dans l'œsophage, tu le ressors et hop, t'arrives à te démenotter et à t'évader. » C'est la même chose pour nous dans nos vies. On est trop dans notre zone de confort. On est trop dans des impasses qu'on se construit. On est trop là-dedans. Et donc, de Harry Houdini, il faut juste retenir cette chose, on n'est jamais autant prisonnier qu'il n'y paraît. Mais j'en ai beaucoup de patients âgés de 50 ans qui sont pas bien dans leur vie, vraiment pas bien, et qui se plaignent d'une manière très forte. Ils sont pas heureux, mais ils restent dans leur schéma de pensée. Ils restent bloqués à ne pas avancer. Ça, est-ce que ça, c'est aussi de l'intelligence émotionnelle, de se poser les bonnes questions, d'essayer de se dire, est-ce que je peux pas sortir de cette prison? Est-ce que c'est la peur, encore une fois, qui vient retarder le fait de ne pas oser se lancer? C'est la peur de, à un moment, casser une routine qui est bien ouatée, qui est bien cotonneuse. On est bien dans une certaine routine. Oui, là, il se passe ça comme tous les mardis, comme tous les trucs. C'est très, très rassurant, surtout dans le siècle dans lequel on vit, où il y a beaucoup de turbulences, il y a beaucoup d'insécurité, il y a beaucoup de zones d'incertitude, il y a pas mal de stress. Donc, on essaie de se trouver comme ça, un petit repère, une zone refuge, etc. Sauf que à rester comme ça dans le repli, déjà, tu n'évolues plus. Et à un moment, tu te mets en difficulté parce qu'il suffit qu'il y ait quelque chose qui s'impose à ton quotidien que tu n'as pas anticipé pour te dérégler totalement parce que tu t'es pas entraîné en amont quelque part à faire face
à quelque chose de nouveau. Et là, moi, j'invite toutes ces personnes qui sont peut-être prisonnières de routine, etc., quelquefois à relativiser les choses par l'autodérision. Et je vais te donner un exemple d'une personne que j'ai eu la chance avec qui j'ai eu la chance d'échanger à nouveau pendant plusieurs mois, même un peu plus d'un an. Et il s'appelle Captain Hawk, donc c'est une méga star aux États-Unis du survivalisme. Donc c'est un peu comme Man vs Wild, comme Bear Grylls. Donc c'est quelqu'un qui, tu vois, va être mis dans le désert ou dans la jungle et qui, par ses propres moyens, va réussir à survivre. Donc c'est un ancien membre des forces spéciales américaines, ancien béret vert, ceinture noire de judo, d'aïkido. Et d'intelligence émotionnelle. C'est plus un CV, c'est une liste de courses, là. Ouais, là, c'est assez costaud, ouais. Et il parle, mais attends, je vais la continuer, je vais l'allonger, cette liste, parce que le gars, il parle plusieurs langues, 7-8 langues différentes, il a un master en psycho, bon, bref, je m'arrête là. Et en plus, il est sympa. Et il se trouve que Captain Hawk, un jour, lors d'une mission commando, on l'avait missionné avec d'autres personnes pour aller repérer un camp de base en territoire ennemi. Et donc là, il fallait prendre un avion, survoler ce territoire pour se rendre sur ce camp de base. Et bah là, le seul avion qu'ils avaient à dispo, c'était celui d'un trafiquant de drogue. Donc ils ont confisqué le jet privé d'un trafiquant de drogue. Donc déjà, ça commence un peu avec toute la cargaison à l'intérieur. Un bimoteur. Je fais une petite fixette sur les avions après Annette Airplane. Combien de place à l'intérieur? Oh, très très petit, mais et un jet quoi. Et donc ils survolent ce territoire et à un moment il y a eu une panne moteur. Donc là, le pilote chevronné, il sait faire. Sauf que 30 secondes plus tard, deuxième panne moteur. Alors là, c'est une caisse de savon, ils vont se cracher, ils vont tous mourir globalement. Alors là, je peux te dire qu'ils ont beau être entraînés, c'était panic room. Tu voyais des gouttelettes de sueur ruisseler le long des tempes des uns et des autres. Ils avaient tous perdu 15 cm d'envergure corporelle avachie dans leur siège. Ils étaient vraiment pas bien, alors que voilà, c'était pourtant la crème de la crème des forces spéciales américaines. Et là, comment Captain Hawk s'en sort? C'est pour ça que je te parle de comment est-ce qu'on peut casser la routine. Captain Hawk, à un moment, commence à se foutre d'eux-mêmes. Et de lui-même, enfin du groupe. Et il dit, mais les gars, vous imaginez les gros titres dans les journaux le jour d'après? La crème de la crème des forces spéciales s'est crachée à l'intérieur du jet privé d'un baron de la drogue. Ils sont tous morts dans un nuage de cocaïne. Puis on ne peut pas avoir ça gravé sur notre pierre tombale. On n'a pas fait 30 ans de bons et loyaux services pour en arriver là, quoi. Et là, on est passé de panic room à ils se sont tous marrés. Hein. Autant la peur est contagieuse, autant l'émotion qui se cache derrière le rire l'est aussi. Et là, ils se marrent tous, y compris le pilote qui était vraiment pas bien. Et d'un coup, bam, il a un eureka. Il y a un tilt. Et là, il a une image mentale. Il voit juste un endroit qui venait de survoler quelques kilomètres auparavant, sur lequel il pourrait potentiellement atterrir sans se faire canarder par les forces ennemies. Il fait demi-tour, il surfe sur des courants ascendants, descendants, il prend le vent de face, il parvient à atterrir et ils finissent tous sains et saufs. Lorsqu'il y a un problème, entre guillemets grave, complexe, qui s'invite un moment dans ta vie, de manière impromptue, pas du tout anticipée, etc., plutôt que de vouloir régler ce problème de manière très sérieuse, la plupart des recherches nous montrent bien qu'il faut basculer dans un schéma mental qu'on appelle la pensée latérale et qui te dit que globalement, l'enjeu ne doit pas tuer le jeu. Donc face à quelque chose... Tu désamorces, tu essaies de désamorcer. Ouais, parce que face à quelque chose de très... il y a un impact fort, ça peut être sur mes enfants, sur mon boulot, sur tout ce que tu veux. Plutôt que de rentrer dans un mécanisme hyper sérieux qui est extrêmement anxiogène et qui peut te faire perdre tes moyens, qui peut te dérouter mentalement, etc., essaye d'en rire, en fait. Pratique l'autodérision. Et là, on sait que ça va activer certaines zones du cerveau qui vont être directement responsables de la production de nouvelles idées, et notamment d'idées adaptatives, donc qui vont te permettre de t'adapter. Ça va déclencher une pompe à endorphine qui va faire que tu vas te sentir beaucoup plus fort et psychiquement et physiquement. Et donc là, tu vas lâcher du lest, en fait, quand tu vas faire ça. À nouveau, le problème, c'est cette autodérision dans un monde où tout le monde est très à soigner son ego. Ah mais oui, mais si je me moque de moi-même, si je me fous de moi-même, alors qu'est-ce que vont dire les autres? S'il y a ceci, cela, etc., mon image, mon avatar social, il va en prendre un coup. Les gens s'emprisonnent là-dedans. Alors que la solution, elle est là.
Donc moi, je dis, voilà, quand on est face à l'adversité, quand on veut quelquefois désamorcer un missile nucléaire qui vient de nous être envoyé comme ça sur le coin de la tête, pratiquons l'autodérision, soyons des gélotophiles. Alors ça n'a rien à voir avec des fans de glace italienne. Gélotophile, c'est être capable justement d'autodérision. Et quand on fait ça, eh bien derrière, presque automatiquement, eh bien tu as une solution qui s'impose à toi, qui remonte à la surface et que tu vas pouvoir déployer pour te sortir d'un mauvais pas. Qu'est-ce que tu entends par avatar social ? Est-ce que tu penses qu'on joue un rôle qui est un petit peu imposé par la société ? Ouais, ou qu'on s'impose soi-même. Tu sais, moi, j'ai une petite anecdote à ce sujet-là. Il y a quelques temps, donc j'avais sorti un livre. Et donc, tu vois, je faisais les médias et tout. Et il y a le numéro 2 d'un des plus grands cabinets de conseil qui est venu, qui m'a contacté, qui me dit, attends, je veux absolument un déjeuner avec vous, que vous me parliez de vos thématiques, de l'intelligence émotionnelle, des émotions, tout ça. Bon, bref. Moi, j'accepte, je me retrouve dans un grand restaurant à Paris avec cette personne. Et d'entrée de jeu, cette personne me dit, oui, mais les émotions, c'est bullshit. Oui, mais les émotions, ça sert à rien. Alors, je me suis dit, tiens, après le dîner de con, voilà le déjeuner de con. Bon, je suis le con dans l'histoire, mais j'ai peu d'ego là-dessus, je m'en fiche. Et je dis, bon, allez, on va parler d'autre chose, etc. Et arrive la moitié du repas. J'ai bien gardé en tête que quand tu attaques sur ces sujets-là, c'est que souvent, tu as une fêlure intérieure. Il y a un passé, il y a quelque chose, un événement de vie qui a fait que tout de suite, tu montes en intensité sur un sujet comme ça. Et donc là, je commence à l'interroger davantage là-dessus. Et là, à un moment, il ouvre le robinet de la confidence. Et là, il me dit, faut que je vous dise que l'autre jour, j'étais au volant de ma grosse bagnole sur une portion d'autoroute en illimité en Allemagne. J'avais qu'une envie, c'était de me taper la rambarde. Il se met à pleurer un peu et tout. Donc là, tu vois qu'il y a une souffrance intérieure. Et là, il me dit, par rapport à ta question, il me dit, en fait, moi, il avait 50 ans, il dit, ça fait 50 ans que je joue un rôle. Mais un rôle que je me suis imposé et qui résonne avec la catégorie socio-professionnelle à laquelle j'appartiens. Donc, tu vois, le gars, salaire de footballeur, poste à responsabilité, il s'est dit, oui, il faut que je pratique des sports qui sont en résonance avec ça. Donc, le golf, marathon, sport individualiste, alors que le type n'aime que les sports co. Le rugby, le machin. Il décide d'épouser quelqu'un qui a 20 ans de moins que lui. Aucun tronc commun. Aucun sujet de discussion. C'était électroencéphalogramme émotionnel totalement plat. Pas d'atome crochu, rien du tout. Après, il me dit, mes enfants, la discussion avec eux, c'est, ils viennent me voir le jeudi soir pour me taxer la CB et aller se payer des magnums de champagne dans le 16e arrondissement de Paris. Bon, bref, le statut social est rempli, mais il n'y a que ça. Ouais, alors que le statut social est rempli alors que lui, il est vidé intérieurement. Et si tu veux, il ne répond à aucun de ses besoins émotionnels. Il évolue sur un chemin de vie qui est dans un sens, et d'ailleurs à une vitesse, totalement contraire à son rythme de croisière à lui et la direction à laquelle il doit aller. Et donc totalement déraciné, en fait. Et quand tu ne suis pas tes besoins émotionnels, quand tu réponds pas à la fameuse factrice, tu sais, dont je parlais, qui t'amène un message élémentaire, etc., tout ça, à un moment, tu perds pied. Tu perds pied, tu vrilles, tu sais plus qui t'es. Ton identité est remise en question. Et derrière, tu vas déprimer, tu vas être surmené, tu vas expérimenter le burn-out, des phases dépressives. Ça se sent à l'intérieur ? Comment tu peux sentir ça ? Comment les patients peuvent le voir ? Ça se sent... Il y a toujours des signaux, mais quand tu gardes la porte fermée, si ces signaux ils sont pas assez puissants, si quand l'émotion elle toque juste comme ça un peu faiblement, toi dans le rythme de ta vie, tout le bruit qu'on a autour de nous, dans nos activités, on est à 200 à l'heure, on l'entend pas en fait, et on veut pas l'entendre. Et à un moment, c'est ce que je te dis, l'émotion, à un moment, d'un coup d'un seul, elle défonce toi la voiture bélier. Et là, tu comprends pas pourquoi. Le mardi, ça allait encore. Le mercredi matin, tu te réveilles, tu es incapable, de prendre ta voiture pour aller à ton boulot. Ou alors, tu vas bugger devant un feu tricolore. Et j'ai des cas comme ça de personnes qui m'ont raconté être... Enfin, tu vois, d'un coup, le burn-out s'est invité, mais tu sais, comme une chape de plomb. Ils étaient en train de faire un truc, et d'un coup, incapable. Et c'est la police qui a dû évacuer le véhicule
parce qu'il ça faisait 30 minutes qu'il créait un bouchon, il ne pouvait plus avoir d'action. Il a frisé, il a buzzé, enfin son cerveau était totalement tu vois, en mode dans un autre univers, dans un autre état d'esprit qui était paralysé. Ce qu'il faut se dire, c'est que les émotions nous rattrapent toujours. Elles nous rattrapent toujours, donc autant tout de suite les chevaucher. Et tu m'avais dit quelque chose qui m'avait vraiment choqué, c'est que tu as une incidence de la couleur de la peau quand tu as des émotions plutôt négatives. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est alors c'est pas des émotions forcément négatives, mais c'est des émotions que t'as pas bien traitées. D'accord. Que t'as gardées un peu au fond de toi, que tu vois, c'est toutes ces émotions que t'as refoulées. Un peu, tu vois, comme on refoulerait quelqu'un à l'entrée d'une boîte de nuit. Bah, tu les as laissées dehors. Et en fait, toutes ces émotions élémentaires que t'as laissées de côté, au bout d'un moment, ça a créé une espèce de monstre, en fait, un espèce de truc comme ça, un Frankenstein psychique, qui grossit, qui prend des formes un peu bizarres, mais qui sont au fond de toi. Et toi, tu veux toujours les garder, tu sais, sous l'eau. Surtout pas qu'elles viennent te parler, te machin et tout. Mais sauf que cette espèce de force, elle grandit. Et à un moment, elle atteint quelque chose de très puissant, et donc il y a des manifestations biochimiques en toi. Et là, il y a des chercheurs qui ont montré qu'effectivement, à force de garder tout ça refoulé, contraint, sous couvercle, eh bien, à un moment, si toi, tu trouves pas les mots, ton corps va être capable de créer un SOS. Et donc là, tu vas changer la colorimétrie de ton épiderme, de ta peau. Donc, tu vas avoir un teint blafard. Tu vas avoir un teint gris, un peu comme un zombie. Alors on met de côté plein de facteurs, le fait d'être malade, le fait c'est pas un lendemain de cuite, des choses. Bon allez, tous ces facteurs on les contrôle. Mais là c'est quoi? C'est ton corps qui dit aux autres, regardez mon proprio là, il va pas bien. Et c'est ce qui te permet aussi de voir les gens qui vont pas bien. Combien de personnes autour de nous sont un peu comme dans le clip de Michael Jackson, Thriller, sont comme des zombies comme ça qui déambulent dans les rues, comme des personnes, tu vois, qui ont plus de but, qui ont pas vraiment de besoins émotionnels cernés ou à atteindre, et qui sont totalement paumés. Bah, ces personnes-là, tu le vois, c'est inscrit sur leur visage, le teint livide, blafard, etc., qui s'inscrit dans le temps. Ça montre qu'il y a un désalignement émotionnel. Et donc là, servons-nous aussi de notre narcissisme, de notre ego. Les hommes se regardent beaucoup plus que les femmes dans le miroir, mais bon, bref, on se regarde tous globalement pas mal dans le miroir. Mais utilisons ce narcissisme pour s'auto-checker, pour faire un auto-diagnostic, parce que si pendant plusieurs jours, et on met à nouveau tout un tas de facteurs de côté, tu vois que tu sais, quand tu te lèves, tu dis, ah putain, j'ai une sale tête aujourd'hui. Ah ouais, bah, encore aujourd'hui. Bon bref, ça dure. Là, il y a peut-être un questionnement à avoir sur son alignement ou son désalignement émotionnel. Et là, il y a peut-être des choses à modifier dans sa vie. Est-ce que aussi les émotions toxiques des gens qui nous entourent ont un rôle sur notre santé? Et notamment, est-ce qu'avec l'intelligence émotionnelle, on peut faire quelque chose? Alors moi, je parle pas mal d'enflurite toxique. Donc il y a des gens autour de nous qui ont des traits de personnalité qu'on appelle très sombres. On appelle ça la tétrade noire ou la triade noire. Bon bref, ça a évolué, mais tu sais, ces gens qui sont sadiques, perversion narcissique, qui sont machiavéliques, bon bref, etc. Ces personnes-là, en fait, sont des vrais pollueurs psychiques. Ce sont des agents pathogènes qui peuvent te contaminer négativement. Et si tu es sous l'égide d'une personne comme ça peut être ton patron, ça peut être la personne avec qui tu vis, ça peut être quelqu'un de ton entourage, etc. Si tu es régulièrement au contact de ce type de personne, effectivement, il te contamine négativement. Et à un moment, ça peut te placer en situation de gênance, en situation de mal-être. Ça peut avoir un impact direct sur ton estime de toi, sur ton équilibre émotionnel. Ça peut te rendre malade. Donc ça, c'est compliqué. Et donc, ce qu'on a réussi à démontrer avec mes collègues Clément Poirier et Elisa Bellinghausen, qui sont tous les deux des docteurs en psycho, c'est que plus tu es émotionnellement intelligent, mais c'est-à-dire vraiment, j'allais dire, sur toutes les dimensions de l'intelligence émotionnelle, tu es capable de capturer l'info, de comprendre les causes, les conséquences d'une émotion, etc., et de réguler tout ça. Donc plus tu es émotionnellement intelligent, par exemple, moins tu vas chercher à manipuler l'autre, à lui imposer ton point de vue,
quitte à le placer en position d'infériorité, en position de fragilité, etc. Donc si tu veux, là, une des solutions pour diminuer le niveau de toxicité ambiant, qui est quand même assez énorme dans notre société, ce serait de booster son QE. Et moi je dis aujourd'hui souvent, parce que je travaille pas mal avec des entreprises et tout, que tu as aujourd'hui un nombre de salcons et de salconnes, c'est pas genré. Et j'utilise ce terme-là, c'est pas pour être vulgaire, parce que c'est le titre d'un livre qui a été écrit par un confrère à Stanford, qui s'appelle Objectif Zéro Salcon. Bon bref, un chercheur en psychologie sociale. Et il se trouve que ces personnages-là ont envahi en fait les entreprises. Tu sais, comme les plantes envahissantes ou comme les espèces qui viennent, tu vois, d'un coup bouleverser tout un écosystème. Et le problème, c'est que si tu les mets à des postes clés, à des postes à responsabilité, que ce soit du management ou alors tu vois, des trucs clés, ça pourrit tout le monde. Ils transpirent de partout et d'un coup, ils impactent tout le monde. C'est un peu, tu vois, comme les lapins qui, alors je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais qui étaient protégés dans les vertes prairies écossaises. Au bout d'un moment, ça pullulait et ça créait pas mal de dégâts. Et bon, bref. Là, aujourd'hui, on a dans la société des enflures toxiques. Et moi, j'utilise le terme d'enflure. C'est pas à nouveau pour être vulgaire, mais parce que ça vient d'enfler. Et enfler, amplifier. Ce sont des personnes qui sont capables de répandre. Il y a une contagion. Ouais, à haut niveau et sur beaucoup de gens, des émotions toxiques qui vont faire du mal. Donc là, à nous de choisir notre camp. Est-ce qu'on veut être un seigneur Sith ou un maître Jedi? Alors à nouveau, maître Jedi, ça peut paraître comme ça un peu trop monacal, mais voilà, un maître Jedi avec des lunettes, avec des Ray-Ban, et puis qui est un peu cool quand même, quoi. C'est toi qui l'avais cité, on a tous la responsabilité de produire des petits biens, et c'est la somme de ces petits biens qui va venir nourrir le grand bien de l'humanité. Desmond Tutu. Ouais, Desmond Tutu qui est mon prix Nobel de la paix préféré. Et si tu veux, tout ce que je te dis, donc là, et ce que dit Desmond Tutu, effectivement, ça, c'est lié à ce phénomène de contagion émotionnelle. On est plus de 8 milliards sur cette petite planète à se contaminer, à être des récepteurs et des émetteurs d'émotions. L'émotion, c'est le virus le plus contagieux au monde. C'est plus contagieux que le Covid, c'est plus contagieux que la grippe ou que le rhume. Dès que tu interagis avec quelqu'un, hop, tu peux capturer son émotion, tu peux lui en repasser. Donc effectivement, on a une vraie responsabilité. Et moi, j'ai une autre référence, c'est dans Spider-Man. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Derrière, effectivement, qu'on prenne conscience de notre empreinte émotionnelle. On parle beaucoup de l'empreinte carbone. Elle est super importante, cette empreinte carbone. Mais dans la grande famille de l'écologie, il y a aussi le respect de l'autre, le respect de soi-même. Et là, quelle est l'empreinte émotionnelle qu'on veut laisser de son passage sur Terre? S'il y a des gens qui, à 50 ans, un peu comme le numéro 2 dont je te parle, de cette grosse boîte de conseils dont je te parlais précédemment, il y a des personnes qui, à 50 ans, quand elles regardent dans le rétroviseur de leur vie, n'ont accès qu'à des remords et des regrets. Et quand tu conscientises ça, là, tu peux tout de suite tomber, en fait. Ça peut te dérégler très rapidement et tu peux expérimenter des phases dépressives très fortes, etc. etc. Donc, autant travailler ça dès le plus jeune âge, travailler cette empreinte émotionnelle, et plutôt que de polluer les autres, eh bien, essayer de créer des dynamiques qui sont plutôt positives et qui t'aideront à nouveau. N'oublie jamais que ta ressource première, c'est l'autre. Qui porte toutes tes opportunités, c'est l'autre. Tu vois, tu prends le mathématicien ou l'astrophysicien avec la mécanique intellectuelle la mieux huilée, seul, il envoie personne, en fait, dans l'espace. À un moment, il a fallu créer une synergie avec d'autres personnes, d'autres esprits brillants, mais qui étaient passionnés par la même chose. Donc, tu es obligé aussi de te reposer sur autrui pour faire quelque chose. Et c'est ce qui fait la force de l'espèce humaine. Ça a été notre capacité à créer la société, à créer une glue, un liant entre les uns et les autres. C'est ce qui nous sépare de pas mal d'espèces animales, de nous structurer là-dessus et de réaliser de grandes choses, mais parce qu'on avait ce pouvoir collectif qui était créé. Mais à la base de ce pouvoir collectif, on a le lien émotionnel. Toi, est-ce que tu l'as fait avec tes enfants? Ça, par exemple, ce lien de la gentillesse? Ouais, alors moi, c'est quelque chose dans ma famille, on dit toujours, c'est la petite maison dans la prairie, c'est le syndrome, moi j'appelle ça le syndrome Charles Ingalls. Donc il y a ce côté, alors c'est une des caractéristiques des individus émotionnellement intelligents, ils sont gentils. Tu vois, un des porte-drapeaux de ce que je dis, par exemple, c'est Frédéric Lopez,
qui est quelqu'un de super sympa. C'est par exemple François Sarano, qui était le bras droit du commandant Cousteau, qui est un océanographe et qui me disait dans un livre, moi, ce que je voudrais que l'humanité retienne de mon passage sur Terre, c'est François, c'était quelqu'un de sympa, de gentil. Tu vois, alors que c'est hyper ringardisé, hein, la gentillesse, tout ça. J'avais fait le test un coup avec des copains, on posait la question à des serveurs et des serveuses dans un restaurant et qui étaient un peu célibataires, on les entendait parler. Enfin, oui, mais alors, c'est quoi le profil type de la personne que tu voudrais, avec qui tu voudrais te maquer, etc. Et tout ça avait surtout pas un gentil. Ah non, il faut du bad boy, du bad girl, des hit boy, hit girl, machin, il faut un truc qui... Ouais, sauf que tu seras malheureux, toutes les études te le montrent et que ça va pas durer longtemps. Bon, bref. Être gentil, c'est-à-dire produire des comportements aidants. Ça va être dans l'écoute de l'autre. Ça veut dire être poli aussi avec l'autre. Ça, c'est des trucs basiques. Hein. Ça veut dire à un moment partager une partie de, par exemple, tes réseaux, une partie de ton expertise. Il y a des mouvements comme ça sur LinkedIn où tu as des gens qui partagent leur réseau professionnel avec des personnes qui sont en précarité. Tu vois, ils leur donnent accès et hop, d'un coup, il y a un rebond, ils trouvent du boulot, etc. Donc, il y a un côté très, tu vois, avec comportement bienveillant. T'es dans le métro, il y a quelqu'un qui est en position de faiblesse, t'es assis, bah, tu lui laisses ta place, tu vois, le truc, le b.a.-ba. Mais tout ça cumulé, si tu le fais régulièrement, fait que derrière, tu vas avoir plus accès à des choses qui vont te satisfaire, qui vont te remplir intérieurement. Tu vas vivre plus longtemps. Tu vas sécréter plus d'ocytocine, baromètre chimique du bien-être chez les mammifères, etc., etc. Bon, bref. Et moi, effectivement, ça, je l'ai enseigné aussi un peu à mes enfants. Et j'ai une petite anecdote à ce sujet. Il y a plusieurs années maintenant, ma fille, qui est très, dans ce registre-là, on marchait dans la rue et il y avait quelqu'un qui était en difficulté, qui était sur le sol avec ses 3 ou 4 enfants. Et il y avait une pancarte et donnez-nous quelque chose à manger ou aidez-nous. Bon, bref. Et là, il y avait une boulangerie juste en face et je vois, elle avait pas grand-chose sur elle. Tu vois, un tout petit peu d'argent de poche. Elle allait dans la boulangerie, elle a pris, tu vois, quelques viennoiseries. Adorable, ouais. Elle vient avec le sachet, elle le donne à la personne. La personne prend le sachet et lui jette au visage. Alors là, j'ai mon enfant qui est pas bien. Je vais la voir et là, je dis à la dame, bon, voilà, ok, voilà, vous êtes peut-être pas dans un bon état d'esprit, machin et tout, mais moi, ma priorité, c'était ma fille. Et je vais la voir et je fais, écoute, t'as rien à te reprocher, en fait. T'as fait le job. T'es comme ça. C'est ce qui te définit dans l'unité de qui tu es. Les émotions de la dame lui appartiennent. À peut-être un moment de difficulté, etc. Toi, t'as été aligné avec toi-même. Et quand je lui ai dit ça, mais tu vois, avec des mots d'enfant, derrière, tout de suite, tu vois, elle a rebasculé vers autre chose. Elle fait, oui, c'est vrai, en fait, je me suis pas trahi. J'ai pas joué à un jeu. J'ai été moi-même. Mon acte était sincère. On était dans quelque chose de la bonté, du machin, mais parce qu'elle a été éduquée comme ça. Donc, j'ai rien à me reprocher. Toi, c'est comme un sportif qui donne tout sur le terrain. Bah, à un moment, s'il a tout donné, même si ça n'a pas marché, il a rien à se reprocher. La réaction des autres appartient aux autres. Et ce qui est intéressant, c'est que pour le cerveau humain, quand tu donnes à autrui, quand tu aides, peu importe, pour le cerveau, c'est comme si tu étais le bénéficiaire de ce que tu donnais. Donc il y a une espèce d'effet boomerang, et c'est comme ça que tu atteins, je l'ai dit au début, mais l'état de paisibilité, t'es en paix avec toi-même. Et là, ma fille était en paix avec elle-même. Elle fait, attends, en fait, j'ai donné, ok, la personne n'a pas su recevoir à ce moment-là, il y a peut-être plein de raisons qui expliquent ça, attention. Hein. Mais derrière, quelque part, en donnant, je me suis aussi donné à moi-même. Et toi, sans le calculer, sans l'anticiper. Et donc, ça m'a permis d'être après coup, dans un état de bien-être. Le bien-être dont on parlait au début. Ça, je le remarque vachement quand je donne quelque chose. Je vais faire un compliment simple à un monsieur dans la rue. Ah, vous êtes super bien habillé, etc. En fait, il sourit, il dégage quelque chose. Je donne du bonheur et moi, j'en reçois. À partir du moment où je suis gentil, en fait, la gentillesse, c'est presque être égoïste. C'est de se dire que je suis gentil parce que moi, ça me rend heureux aussi dans mon quotidien et je suis mieux. Quand tu es gentil, en réalité, tu pratiques du management. Tu sais, le management qu'on entend en entreprise et tout, parce que management, ça vient de quoi ? Enfin, c'est une des étymologies, si tu suis le dictionnaire de l'Académie française, ça vient de ménager.
Et ménager, c'est quoi? C'est se ménager soi-même, mais aussi ménager les autres. C'est prendre soin de soi et d'autrui. C'est ça, en fait, l'intelligence émotionnelle. Et toi, tu as l'équilibre, et tu cherches aussi à placer les autres dans des bonnes dispositions. Donc ça, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui est fondamental, d'autant plus qu'il y a une vraie croyance dans l'imaginaire partagé des gens, qui est de te dire que plus t'es gentil, moins tu vas réussir, plus on va abuser de toi, etc. Alors, il y a une condition qui est importante, c'est que tu peux être gentil, mais il faut être capable de dire non aussi. Voilà. Parce que quand on veut abuser de toi, tu sais, le trop bon, Voilà. celui-là on le connaît, Ouais. il faut aussi placer ses limites, mais t'es pas obligé d'invectiver l'autre, t'es pas obligé de vociférer sur l'autre. Quand tu dis non, tu dis non avec ton timbre de voix, ta tonalité, ton débit de parole, classiquement, quoi. Et tu peux dire non, et juste tu te respectes, et c'est pas être méchant que de dire non. Et quand tu réintroduis pour un gentil cette espèce en voie de disparition qui est le non dans l'équation, tout en restant gentil, alors derrière, tu accèdes à plein de bénéfices. Au niveau du stress, est-ce que la gestion du stress relève aussi de l'intelligence émotionnelle? Ouais, alors j'ai un truc que je voulais te dire. Dis-moi. Sur ce qui est important, parce que là, on parle de données, etc. Mais c'est important aussi d'être dans la gratitude, parce qu'on l'entend tout le temps. Alors des fois, on se dit, ouais, tiens, c'est des trucs perchés, tout ça. Gratitude, c'est une des émotions les plus importantes. C'est-à-dire que quand on t'aide, quand on te file un coup de pouce, quand il y a une action positive vis-à-vis de toi, c'est important de le marquer. Et là, on a démontré, nous, dans un papier de recherche, et d'autres chercheurs avant nous l'avaient fait aussi, mais plus tu es émotionnellement intelligent, plus tu es capable de ressentir et d'exprimer de la gratitude. Et ça contribue à ton niveau de bien-être aussi fondamental. Et donc, pour le stress, il se trouve que plus tu es émotionnellement intelligent, meilleur gestionnaire de stress tu seras. Donc là, c'est presque une phrase à la Yoda, t'as vu? Ouais. Mais j'ai pas fait exprès. Mais tu sécrètes moins de cortisol, d'hormones de stress. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on sait aujourd'hui que on ne démarre pas tous sur la même ligne de départ. C'est-à-dire que même pendant la grossesse, par exemple, une maman qui va, et c'est pas pour culpabiliser les mamans, parce que il y a aussi le papa qui joue un rôle, mais on sait qu'une maman qui est stressée pendant toute la grossesse va transmettre ce stress. On connaît les mécanismes. La barrière placentaire peut être franchie. T'as un douanier chimique qui fait plus son job de transformer le cortisol en cortisone inerte, cortisol de la maman en cortisone inerte, et tu retrouves après dans le liquide amniotique, etc., des concentrations de cortisol super fortes qui vont avoir un impact direct sur le développement cérébral et physique du petit être intra-utérin. Donc, c'est vrai que tu as des enfants qui, à la naissance, vont tout de suite avoir un rapport un peu plus compliqué au stress que les autres. Mais ça, on peut le rattraper, plasticité émotionnelle, message d'espoir. Et on sait même d'ailleurs que ça joue avant conception. Tu as des études aujourd'hui qui, notamment, il y en a une qui portait sur 14 espèces de vertébrés, dont Homo sapiens. Il s'est inspiré de pas mal de travaux aussi sur les souris et les rats de laboratoire. Bon, bref, là, il y a un questionnement éthique à avoir là-dessus et tout, mais qui te montre que si tu as subi, par exemple, un trauma fort à ton adolescence et qu'avant conception du gamin, tu es dans une période d'hyperstress, la probabilité est très, très forte que tu viennes impacter la relation au stress du petit être intra-utérin. Donc là, on sait qu'il y a certains gènes qui vont plus s'exprimer, qui sont directement impliqués, par exemple, dans la régulation de l'humeur ou des émotions. Et donc, il y a une incidence directe. Donc, aujourd'hui, on est capable de repérer ça, soit chez l'être humain, dans certaines études, soit chez des animaux dont les circuits de gestion de la peur sont très proches des nôtres. Donc, tu as un impact extrêmement fort. Et le papa est aussi responsable. Il ne faut pas penser que la maman, parce qu'on sait qu'un papa hyper stressé, lui, il va y avoir une modification au niveau du génome des spermatozoïdes qui peut faire qu'il y a un impact sur plusieurs générations d'individus dans le rapport au stress. Mais à nouveau, tout ça est réversible. Et c'est là le vrai message d'espoir de l'intelligence émotionnelle. Est-ce que tu as 2-3 conseils à nous donner sur cette gestion du stress? Est-ce que, par exemple, le fait de marcher, est-ce que le fait de on a vu calmer ses émotions, essayer de les comprendre, les identifier et les calmer. Est-ce que tu as 2-3 tips supplémentaires à nous donner? Alors déjà, le rapport marcher, oui, mais dans la nature, encore mieux. Parce qu'on sait que quand tu marches, par exemple, dans une forêt, alors là, il y a
pléthore d'études qui vont dans ce sens-là et qui te montrent que une marche de 10, 15, 20 minutes en forêt permet de faire baisser la pression artérielle, permet de baisser les niveaux d'intensité de la colère, par exemple, tout simplement parce que, bon, il y a l'activité physique qui crée une physiologie particulière et en même temps, tu vas être dans une ambiance où tu vas rentrer en résonance avec l'oscillement des feuilles, l'oscillation des feuilles, avec les chants des oiseaux, etc. Des choses qui sont très apaisantes et qui vont te faire baisser en tension. D'ailleurs, il y a des études qui te montrent que, par exemple, les quartiers les plus verts, les plus boisés de Londres, sont ceux où les gens consomment le moins d'antidépresseurs ou d'anxiolytiques. Donc la nature, et puis c'est gratuit, la nature, alors quelquefois, il faut faire quelques kilomètres pour l'atteindre, mais lorsque tu entres en contact avec la nature, quelque part, il se passe un espèce de phénomène que moi j'appelle l'hémosynthèse, c'est la photosynthèse, qu'on connaît tous. Et l'hémosynthèse, ça permet de transformer nos émotions toxiques en émotions plutôt bénéfiques. C'est un peu comme dans La Ligne verte, tu sais, ce personnage célèbre qui prenait comme ça le mal des gens. Enfin, c'est une image. Eh bien, la nature, elle fait ça en fait. Elle est capable de ça et ça, c'est très très documenté d'un point de vue scientifique. Tu produis plus de cellules K, tu produis tout ce que je t'ai dit précédemment. Donc, c'est quand même assez puissant. Ensuite, à la respiration qui est importante. Moi-même, j'apprends, parce que j'ai toujours mal respiré, à être moins en apnée, à respirer plus profondément. Ou tu vois, quand tu inspires, le ventre, il doit sortir, en fait, il doit pas rentrer. Et lorsque tu commences à avoir tout ça, là, il y a aussi des études très puissantes là-dessus. Il y a un impact direct sur tes niveaux d'intensité, que ce soit de stress ou d'autres types d'états affectifs, et qui peuvent créer du bien en toi. Arrête-t-on aussi de manger trop de produits transformés avec du sucre raffiné, etc. Ça, on sait que ça fait naître des pointes d'angoisse irréelles. Les 9 peurs sur 10 qui sont factices, il y en a pas mal qui viennent de la malbouffe. Parce qu'il y a des mécanismes qui processent comme ça et qui font que si tu manges trop de sucre, si tu manges trop de produits transformés, à un moment, t'es pas bien. Et tu vas angoisser ou psychoter, pour utiliser quelque chose du langage courant, pour rien de fondé. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Après, moi, j'inviterais aussi les personnes qui ont des enfants ou des petits-enfants à accorder du temps de cerveau disponible à eux. On sait que ces petits êtres-là, souvent, ce sont eux les profs et nous les élèves. Moi, je suis prof dans la vie, mais je dis souvent mes vrais profs, ce sont mes 2 enfants et moi, je suis l'élève. Pourquoi ? Parce que eux jouent le jeu de l'émotion et ils le jouent sincèrement. Tu vois, en dessous de 10 ans, etc., il y a encore un rapport qui est très naturel, même un peu après. Il n'y a pas toutes les règles sociales, il n'y a pas tous les tabous intériorisés, il n'y a pas tous ces carcans qu'on se place, qu'on s'impose dans la relation à l'autre. Et donc, en fait, l'échange, il est libre. Tu rentres très rapidement en fréquence d'intimité avec l'enfant qui te donne accès à des émotions. Et tu dis, ah ouais, mais c'est ça. Toi, tu t'émerveilles. Moi, toutes les fois où je me suis réellement émerveillé, mais vraiment, pas toutes les fois, parce que j'ai aussi avec ma compagne, avec d'autres personnes et tout de ma famille, mais la plupart du temps, c'est avec mes enfants. Et pas forcément devant un truc de fou, quoi. Ça peut être devant un papillon avec des super couleurs et tout, mais parce que leur étonnement, à ce moment-là, leur émerveillement, il est extrêmement contagieux. Et là, ils nous réapprennent aussi à vivre d'une certaine manière. Mais tu étais présent avec eux à ce moment-là, à 100%. Ouais, à 100%. Et là, effectivement, tu laisses le téléphone. Effectivement, tu vois, moi, par exemple, chez moi, j'ai la chance d'avoir un petit espace vert. J'étais tanné par mes enfants à faire une petite mare et tout. Je disais, oh, punaise, ça va attirer des moustiques, des machins, tu sais, en plein débat sur le moustique tigre, bon, bref, tout ça. Et alors, c'est un truc tout petit, Et en réalité, tu vois, ça fait maintenant, je sais pas, 2 ans que j'ai cette mare, il y a des trucs qui viennent, des grenouilles, mais on passe un temps avec ma fille, avec mon fils, sans rien, on contemple la chose. Et là, t'as des choses. Et puis là, t'as des sourires, du non-verbal qui sont échangés. Et ça te permet aussi de baisser en tension. Et ça te permet aussi un moment de hiérarchiser dans ta tête ce qui est vraiment important. Parce que toi, aujourd'hui, tout est à caractère urgent.
Tous les mails qu'on reçoit, urgent, tu sais, le petit truc rouge, le machin. Dans la vie, tout le monde te dit c'est maintenant qu'il faut que tu me donnes, c'est maintenant le truc. Quand t'es dans ce type de moment-là, à un moment, ton cerveau il dit attends, il y a plein de choses qui sont pas très très importantes en fait. Et donc ça te permet de prioriser ce qui est vraiment d'une utilité fondamentale pour toi. Est-ce que, je vais revenir un petit peu sur les émotions, est-ce que verbaliser ces émotions c'est intéressant? Est-ce qu'en parler aux autres c'est intéressant? Est-ce que ça nous aide? Ça nous aide lorsque l'autre est une personne de confiance. Je sais pas, quelqu'un qui est harcelé, quelqu'un qui est mal dans sa peau. Oui, chercher du soutien psychique c'est important, mais il faut que tu ailles pleurer auprès de la bonne personne. Parce que si tu pleures tout seul chez toi, tu vas peut-être amplifier le phénomène. Si tu pleures avec la mauvaise personne, elle va peut-être induire en toi des choses qui vont aussi exacerber tout ça. Donc trouver vraiment sa personne refuge de confiance qui sera dans une écoute aussi active et où tu te sentiras dans un espace de protection. Donc ça, c'est la vraie condition à tout ça. Mais oui, le soutien social, le soutien psychique, il est important. Ça peut être auprès d'accompagnateurs, de psychologues, de thérapeutes, etc., de qualité. C'est aussi quelque chose d'important parce que là, on recrée finalement un espace de sécurité où tout est anonymisé. Tu sais que voilà, ça va pas sortir de l'espace où tu te confies. Mais voilà, faut juste se créer ces espaces-temps et ces lieux qui sont là pour que tu évacues en fait ce trop-plein. Et verbaliser, c'est déjà résoudre une partie du problème. Parce que quand... et souvent, enfin, tu l'as peut-être remarqué dans tes conversations avec tes amis ou avec quelqu'un d'autre, quand la personne vient te voir, et vraiment à un moment, elle dit ouais, tiens, il y a ça et ça avec mon conjoint, ma conjointe, il y a ceci, cela. En fait, elle le verbalise. En fait, en réalité, elle a déjà la solution en elle. Moi, j'ai un ami un jour qui m'a dit l'intelligence émotionnelle, qui est une forme d'intuition, c'est un peu comme une peau de tambour bien tannée, qui a en toi une espèce de caisse de résonance. Et cette peau, là, bien tannée, c'est toutes tes expériences de vie, tous les souvenirs que tu as emmagasinés. Et quand il se passe un truc dans ta vie, ce truc-là, cette information-là, elle vient résonner. Elle crée un bruit, un son, une sonorité, à l'impact sur cette peau de tambour, pardon. Et là, tu comprends, au bruit que tu entends, finalement, la nature du problème. Et comment tu peux à peu près agir. Mais en fait, la solution, tu l'as déjà en toi. Tu l'as en toi. Après, tu vas confronter, tu vas checker, tu vas croiser avec d'autres informations, etc. Et après, tu vas essayer si tu dois convaincre d'autres gens par rapport au son que t'as entendu au fond de toi, tu vas trouver des éléments tangibles pour venir argumenter. Mais cette décision-là, ou ce que tu vas exprimer là, en fait, c'est du marketing de ce que tu as déjà ressenti intérieurement. Tu nous as donné plein de valeurs. Je vais finir par 2 questions. Si tu devais partager un seul conseil à tous tes patients ou tes clients ou les gens que tu as au quotidien pour améliorer leur santé, lequel choisirais-tu ? Je dirais que tu n'es pas l'émotion que tu ressens. Alors ça peut peut-être déculpabiliser pas mal de personnes qui, parce qu'elles expérimentent pas mal d'angoisse ou qu'elles traversent des périodes, à un niveau généralisé, oui, non, tu n'es pas l'angoisse que tu ressens. L'émotion, à nouveau, c'est passager, en fait. Ce que je dis à mes patients, c'est que, vous voyez, des fois, faut voir un peu votre mental comme un coach maladroit. Des fois, il vous dit des choses très pertinentes et des fois, il vous dit des choses qui sont peut-être un peu moins pertinentes. À vous d'essayer d'analyser et d'essayer de voir si c'est pertinent de prendre cette information ou si, en fait, si ce petit coach maladroit, il vous insulte toute la journée, peut-être que là, il faudrait le calmer et trouver une autre solution. Mais ce n'est pas vous. Les émotions, ça ne vous définit pas. Ouais, c'est ça. Puis on reste le capitaine de son navire. On reste le capitaine de son navire. Même s'il y a des tempêtes, même s'il y a des courants qui nous arrangent pas, c'est nous qui barrons, quoi. Donc à un moment, faut prendre ses responsabilités. Et quand tu développes ton intelligence émotionnelle et que tu choisis de le faire, tu choisis vraiment de le faire, et bien derrière, à un moment, tu arrives à maintenir le cap. Et toi, qu'est-ce que tu as changé récemment dans ta vie pour améliorer ta santé ? Ou, autrement dit, qu'est-ce que tu as pu remettre en question dans ta vie quotidienne ? Moi, en ce moment, j'ai des petits problèmes peut-être de nerfs bloqués, de machin comme ça. Et tu vois, j'ai ralenti, tout simplement. Et ça arrive même, tu vois, quelquefois, les cordonniers sont pas forcément toujours les mieux chaussés. Encore que, à un moment, quand tu commences à travailler sur toi, t'atteins. Mais tu as toujours des piqûres de rappel.
Et quand tu dis... toi, moi, j'ai appris, par exemple, à dire plus non. Ce que je te disais précédemment, alors que j'ai plutôt l'habitude de dire oui. Mais là, maintenant, j'essaye aussi de dire plus non pour préserver certains espaces de tranquillité, de sérénité, de pas être tout le temps à 400 à l'heure, quoi. Et ça, c'est important. Donc, tu as toujours des piqûres de rappel. Et à nouveau, l'émotion a une dimension physique. Il y a des manifestations physiques. C'est-à-dire que toi, même, t'as mal au cervical, t'as ce truc où t'as ce nerf qui se coince comme ça de manière soudaine. Bah, ça, c'est le signal de dire, oh, ralentis. Fais plus cool. Arrête d'aller ici et là, etc. Essaye pas de vouloir satisfaire tout le monde, etc. À tout le temps, H24. Ralentis. Donc là, moi, tu vois, là, je suis dans une période, justement, où je me dis, ok, là, quelques semaines, c'est bien de faire cool. Beaucoup plus cool. Et tu auras des phases où tu réaccéléreras. Et hop, mais n'oublie jamais que, y a des phases, à un moment, parce que tu puises de l'énergie. Parce que ce soit en temps de sommeil, musculairement parlant, psychiquement parlant, et à un moment, il y a des phases aussi de repos. Tu t'es écouté et tu t'écoutes. Exactement. Ceux qui veulent en apprendre plus sur cette intelligence émotionnelle, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Alors, si tu veux avancer concrètement là-dessus, alors vous pouvez déjà aller sur le site de Génération QE, donc vous googlez Génération QE. Et ça, c'est un site, en fait, on est hyper fiers avec mes collègues chercheurs parce qu'on a créé des tests. Alors, oui, les tests sont payants, les vrais tests d'intelligence émotionnelle, c'est ce qu'on appelle des tests de performance. Donc, c'est pas auto-évaluatif, c'est pas ce que tu vois. Voilà, auto-évaluatif, tu peux tricher facilement pour te dire. C'est tous les tests gratuits que tu vois sur le net où il y a une affirmation qui est faite de toi. Je suis très à l'écoute d'autrui. Ça sert à rien. Sur une échelle de 1 à 5, suis-je d'accord ou pas? Bon, là, tu veux pas passer pour un psychopathe auprès des autres ou auprès de toi-même. Tu sais à peu près le sens de la réponse. Et finalement, le résultat, il est totalement biaisé. Là, ces tests de performance, tu sais ou tu sais pas. Alors, il y a de la connaissance. Il y a pas d'intelligence sans connaissance. Et il y a aussi des mises en situation. Et là, après, tu as 11 scores. Tu as un test généraliste, ça s'appelle le QEG. Tu as un test pour les gens en entreprise, les managers, qui s'appelle le QE Pro. Ça a un coût. C'est moins cher que Outre-Atlantique. Mais voilà, ça a quand même un coût. Mais comme toute chose sérieuse dans la vie. Et pourquoi ça a un coût? Parce qu'on ne veut pas rendre public les résultats aussi. C'est-à-dire qu'il faut protéger au maximum ces tests-là. C'est comme quand tu passes un test de QI chez le psy. Derrière, on va pas te donner les bonnes réponses. Parce qu'après, si tu apprenais les bonnes réponses, on ne mesurait plus une capacité, on mesurait juste un apprentissage. Donc là, sur ce site, on peut apprendre à avoir un diagnostic et se dire quels sont les points à renforcer, les dimensions de l'intelligence émotionnelle à renforcer. Et derrière, nous, on a formé, et quand je dis nous, sont mes collègues Lisa Bellinghausen et Anna Komkova, la première est docteur en psycho, l'autre est psychologue, et elle forme des psys, des coachs, des experts de l'accompagnement, justement à accompagner des gens sur ces dimensions-là de l'intelligence émotionnelle. Donc aujourd'hui, on peut même trouver son coach sur le site et se dire, tiens, ça peut se faire en distanciel, j'ai envie de bosser ça. En termes de régulation émotionnelle, c'est compliqué pour moi. Faites-moi évoluer là-dessus. Donc tu peux vraiment trouver chaussure à ton pied et concrètement travailler parce que, à nouveau, si tout ce que je te racontais là aujourd'hui, il n'y avait pas d'outils concrets, on n'avancerait pas en fait. Donc l'idée, c'est, moi, tu sais, je suis issu d'une famille qui évoluait dans le milieu du monde agricole. Il y a quand même un pragmatisme aussi qui m'anime dans la vie. Donc tous ces outils-là, ils servent aussi un moment à faire avancer. Et c'est aujourd'hui, on sait qu'il y a des progressions possibles en fait. On peut vraiment booster son QE. L'intelligence émotionnelle n'est pas figée. Non, elle n'est pas figée, elle n'est pas gravée dans le marbre. Et ça fait chaud au cœur. Eh bien écoute, c'était super intéressant. Merci beaucoup Christophe d'être venu sur notre podcast. Merci à toi, merci de l'invitation. Avec grand plaisir. C'était le podcast de GGRF.